Prologue. La nuit est tombée depuis longtemps sur le Wiltshire. C'est un des hivers les plus froids que ses habitants ont connus. Le comté entier est recouvert de givre, et le manoir des Malfoy n'a pas été épargné. En passant rapidement devant leur imposant portail en fer forgé, on pourrait croire le domaine inhabité. Le jardin et les allées de gravier blanc, abandonnés depuis longtemps par les paons qui s'y pavanaient autrefois, sont ensevelis sous les ronces et la façade, avec ses grandes fenêtres à croisillons, est assaillie par le lierre. Un peu plus loin, un bassin d'eau stagnante regrette la fontaine qui s'est tarie. Le seul signe de vie est cette lumière vacillante en haut d'une des innombrables tourelles du manoir, allumée sans discontinuer depuis plusieurs nuits. Derrière la neige bleutée qui s'accumule sur le rebord des fenêtres, malgré l'heure tardive et le calme de la campagne environnante, un homme s'affaire, le front soucieux. Un désordre inimaginable règne dans la petite pièce calfeutrée. Sur les murs, les nombreux portraits ont été recouverts de drap afin de neutraliser les bruyants personnages qu'ils représentaient. Le sol est jonché de boulettes de papier, toutes couvertes de la même écriture hésitante. Un homme, aux cheveux blonds et au menton pointu, est penché sur un grand bureau en bois sculpté, recouvert de lettres froissées, de photos jaunies et de vieux articles de journaux. Devant lui, une chandelle brûle depuis si longtemps que la cire déborde du bougeoir et commence à s'étaler sur le bureau, au milieu des nombreux documents qui s'y trouvent. Pour la 100e fois, toujours avec la même détermination, Drago réécrit les mêmes mots en haut d'une feuille blanche. Mon cher Scorpius, mon cher fils. Drago s'interrompt aussitôt. Il lève sa plume et inspire profondément. Cette feuille fragile qu'une brise légère pourrait emporter, c'est sa planche de salut, la dernière chance qu'il a de se réconcilier avec son fils unique. Il ne peut pas se permettre de la gâcher. Mon cher Scorpius, mon cher fils, tu es peut-être curieux de découvrir ce que contient cet épais ouvrage que je t'adresse après des années de silence. Ou bien, peut-être es-tu exaspéré, peut-être même n'as-tu tout simplement pas pris la peine de l'ouvrir et laisser mes mots se perdre dans l'oubli. Mais si tu as réussi à surmonter ton aversion pour moi, si tu as su déchirer le paquet qui l'enrobait et ouvrir son épaisse couverture, si tu arrives à supporter la vision de mon écriture trop pointue, un peu tremblée à l'idée d'accrocher ton regard, je t'en prie, continue. Ce que tu vois là est le fruit d'un long travail, entamé quelque temps après ton départ du manoir, qui m'a à la fois demandé beaucoup de courage et donné beaucoup d'espoir. N'aie pas peur, cette lecture ne t'engage à rien. Je n'exigerai pas de toi que tu reviennes ou que tu me pardonnes. Accueille simplement ceci comme un cadeau de départ qui se serait un peu égaré en chemin. Oui, un cadeau, car s'il y a une chose que je te souhaite, c'est qu'après avoir lu ceci, aucun secret ne fasse plus peser sur toi le moindre doute et que ta route soit dégagée de tout questionnement. Pour cela, il me faudra traiter d'un passé heureusement révolu. Et c'est vrai, tu connais déjà un peu l'histoire dont je vais te parler, puisque c'est celle de notre famille. Mais on te l'a brossée si grossièrement, et en omettant tant de choses dont je suis aujourd'hui l'unique dépositaire, que j'ai voulu pour toi en éclairer les larges zones d'ombre. Voilà donc, à peu près, à quoi ressemble ce récit. Des secrets bien gardés, de longs combats intérieurs, de longues fuites, de la douleur et de la haine, qui creusent un interminable tunnel que je n'aurais pas souhaité te faire traverser si quelques victoires ne s'étaient pas tenues au bout de celui-ci. Il ne me reste qu'à te souhaiter du courage, mon garçon, pour cette lecture à la fois instructive et vertigineuse. Et j'espère de tout cœur que tu en ressortiras aussi grandi que moi. Drago se recule dans son siège et relit la lettre d'un peu plus loin, comme si cela pouvait lui permettre de l'améliorer. Puis il hoche la tête, épuisé. Celle-ci fera l'affaire. De toute manière, il ne fera pas mieux. Il pose la lettre sur le manuscrit vierge
et passe la main sur l'imposante pile de feuilles blanches et lisses. Certes, il peut se féliciter d'avoir accompli la première étape. La machine rouillée s'est remise en marche. Mais maintenant, il faut que le résultat soit à la hauteur de ses promesses. Avant de se laisser gagner par le découragement face à l'écrasante tâche qui l'attend, il s'octroie un petit somme. Il croise les bras sur le bureau encombré et y enfouit son visage. En quelques minutes, ses pensées s'envolent vers une époque lointaine, avant même sa propre naissance, et plus précisément, vers un beau jour de juin où les premiers ennuis ont commencé à s'abattre sur sa famille maternelle. Chapitre 1. La colline d'émeraude. Maman, Androméda, dépêchez-vous, on va être en retard. Dans le hall d'entrée, Narcissa Black ne tenait pas en place. Elle était attendue chez les Goyle pour célébrer son 9e anniversaire et elle avait déjà 5 minutes de retard. Afin de tromper son impatience, elle fit le tour de la pièce en sautillant sur les dalles du carrelage, puis admira, une nouvelle fois, son reflet dans le miroir qui trônait en face d'elle. Sa sœur Androméda lui avait fait 2 jolies tresses blondes parfaitement symétriques. Elle portait un bandeau pailleté, un petit sac à dos en forme de hibou, ses plus beaux souliers vernis, et surtout sa robe verte favorite, avec des volants qui ondoyaient à chacun de ses pas. À l'étage, Narcissa entendit sa sœur et sa mère se mouvoir avec une lenteur désespérante. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge imposante qui trônait sur la cheminée et constata catastrophée que les aiguilles argentées, sculptées en forme de plumes de corbeau, indiquaient déjà 14h10. Les invités allaient bientôt affluer chez les Goyle, et il fallait absolument que Narcissa arrive avant eux, car sinon, personne ne la remarquerait, et il n'y en aurait que pour son amie Daisy Goyle, qui était née le même jour qu'elle. Alors que Narcissa s'apprêtait à appeler de nouveau sa mère et sa sœur, un bruissement d'ailes et des sifflements furieux provenant du salon attirèrent son attention. Oubliant son impatience, elle traversa le vaste hall d'entrée et poussa la porte pour connaître l'origine du vacarme. Le salon des Black était la pièce la plus lumineuse de la maison. Le soleil de ce début d'après-midi y pénétrait abondamment par les grandes fenêtres encadrées de rideaux de lin blanc et semblait se répercuter à l'infini dans les miroirs et les meubles étincelants de propreté. Tout y était toujours parfaitement en ordre, depuis les chaises blanches qui entouraient l'immense table centrale, jusqu'à la vaisselle en argent qui reposait tranquillement dans l'armoire au fond de la pièce. Sur les étagères vitrées qui couraient le long des murs, on pouvait voir une collection impressionnante de figurines en ivoire, représentant chacun des membres de la famille Black depuis plusieurs dizaines de générations. « Oh, Zangor !» Dans cet espace aussi ordonné, Narcissa identifia immédiatement ce qui troublait la tranquillité de leur maison. Leur hibou grand-duc, Zangor, s'agitait furieusement dans la cage pour faire fuir un deuxième hibou qui venait d'entrer par la fenêtre ouverte et qui essayait de picorer dans sa mangeoire. Narcissa ne connaissait pas le nouveau venu, mais vit qu'il tenait une enveloppe entre ses pattes. Elle accourut donc pour saisir l'enveloppe froissée et constellée de taches d'encre noire, puis chassa le volatile tapageur qui l'avait apporté. Celui-ci s'envola par la fenêtre avec des piaillements vexés, et le calme revint aussitôt dans la pièce. Après avoir redonné à manger à Zangor et caché sous la table les plumes grises qui jonchaient le sol, Narcissa constata avec bonheur que c'était son prénom qui était inscrit sur l'enveloppe, et il l'ouvrit précipitamment. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier, manifestement déchiré dans un livre de sorcellerie et couvert d'une écriture désordonnée. Le sourire de Narcissa s'élargit encore, car elle ne connaissait qu'une seule personne qui écrive de cette manière et qui ne prenne jamais la peine d'utiliser un parchemin digne de ce nom. « Joyeux anniversaire, Sissi ! 9 ans, dis donc ! Je me souviens encore de toi quand tu faisais la taille d'un farfadet. Tu n'arrêtais pas de te baver dessus, c'était plutôt marrant. J'espère que tu ne t'ennuies pas trop sans moi, avec cette idiote d'Androméda. Ici, à Poudlard, les élèves sont toujours aussi nuls et les profs sont encore pires qu'eux. Heureusement, il y a les copains.
Bisous, amuse-toi bien avec Daisy et ne mange pas trop de crucifix cette fois-ci. Bella. PS. Tu me diras si ce fichu hibou a réussi à t'apporter la lettre en temps et en heure. Si ça n'est pas le cas, je me ferais un plaisir de l'étriper. Radieuse, Narcissa plia soigneusement le bout de papier et le glissa dans son petit sac à dos en forme de hibou. Bellatrix, sa sœur aînée, n'oubliait jamais son anniversaire, même depuis qu'elle était entrée à Poudlard, 2 ans auparavant. Et même si, pour lui souhaiter, elle devait s'abaisser à utiliser les hiboux de l'école, leur père lui avait offert un hibou lors de sa première rentrée, mais Bellatrix s'en occupait si mal que l'oiseau s'était enfui pour trouver un propriétaire qui daigne lui donner à manger de temps en temps. Narcissa revint dans l'entrée et constata, dépitée, que sa mère et sa sœur Androméda n'étaient toujours pas descendues. « Bon, je pars devant, vous me rejoignez là-bas » En haut de l'escalier, personne ne répondit. N'y tenant plus, Narcissa saisit sa poupée favorite qui l'attendait sagement sur la commode située à côté de la porte d'entrée, l'installa avec précaution dans son petit sac à dos et sortit de la maison. Après tout, les Goyle habitaient à quelques minutes à peine, sa mère et Androméda la rejoindraient vite. En traversant le jardin, elle se retourna pour jeter un regard furtif vers les grandes fenêtres du premier étage et aperçut Androméda aider sa mère à se lever de son lit. L'humeur de Narcissa s'assombrit furtivement. Depuis quelque temps, Druella Black, habituellement si radieuse, si sémillante, n'était pas dans son état normal. En effet, quelques semaines plus tôt, elle avait commencé à boitiller pendant leur promenade, mais sans que Narcissa ne s'inquiète le moins du monde. Puis elle s'était mise à s'allonger de plus en plus longtemps après les repas et à s'essouffler loin derrière ses filles sur des trajets de plus en plus courts. Leur père, Cygnus Black, n'y voyait rien, entièrement absorbé par son travail au ministère. Il continuait, comme si de rien n'était, à leur tenir la chronique palpitante des affaires qui agitaient le monde des sorciers, sans remarquer que son épouse ne réagissait plus avec la même verve et quittait le salon de plus en plus tôt. C'était Androméda qui s'était alarmée la première. Ce ne pouvait être qu'elle, toujours si attentive, et avait insisté à 2 reprises pour que leur mère aille voir les guérisseurs de l'hôpital sorcier Sainte-Mangouste, le plus réputé d'Angleterre. « C'est seulement passager, ne t'en fais pas », lui avait distraitement répondu Cygnus Black, plongé dans la gazette du sorcier. « Tu sais bien, c'est sans doute ce bracelet qu'elle a perdu le mois dernier. Elle y tenait beaucoup, mais elle s'en remettra vite, j'en suis certain. » Cette phrase avait suffi pour étouffer les tracas naissants de Narcissa. Son père ne pouvait qu'avoir raison. Sa mère devait être très affectée par la perte de son bracelet préféré. Narcissa se promit de lui en trouver un nouveau, afin que tout rentre dans l'ordre le plus vite possible. Elle franchit donc leur portail en trottinant avec entrain. En sortant de leur propriété, elle risqua un regard vers le bas de la rue, où une grille haute et menaçante marquait l'entrée de la colline d'Émeraude. Des moldus passaient devant sans la voir. Pour eux, la colline avait l'aspect d'une décharge abandonnée dans laquelle il était interdit de s'aventurer. Comme chaque fois qu'elle entrait ou sortait de chez elle, Narcissa se demanda en secouant la tête comment des êtres humains pouvaient être aussi bêtes. Puis elle se tourna vers le haut de la colline où habitaient les Goyle et se mit à gravir la rue pavée, bordée de haies plus hautes les unes que les autres, parfaitement entretenues. La colline d'Émeraude n'avait jamais aussi bien porté son nom qu'en ce premier jour d'été, avec ses pelouses vertes étagées, rendues éclatantes par les rayons du soleil. Narcissa Black était très fière d'y habiter. Cette colline n'abritait que les plus riches familles de sang pur, dans une dizaine de maisons spacieuses aux jardins luxuriants. Ce jour-là, les jardins étaient déserts car toutes les familles étaient occupées à revêtir leurs plus belles tenues pour célébrer dignement le 9e anniversaire de Narcissa Black et de Daisy Goyle. Mais habituellement, les habitants de la colline d'Émeraude se prélassaient dans leurs jardins verdoyants et s'y réunissaient pour échanger les derniers potins qui agitaient le monde des sorciers. Dans l'unique rue pavée qui serpentait jusqu'au sommet de la colline d'Émeraude, chaque maison avait sa singularité et reflétait les caractéristiques de ceux qui y habitaient.
Celle des Black était située tout en bas de l'allée. C'était donc la première qu'on voyait en entrant dans le domaine. Elle était immense, sobre, parfaitement proportionnée et d'un blanc immaculé. Le jardin, lui aussi, était ordonné et harmonieux. Au-dessus de leur porte d'entrée étincelait la devise de leur famille. Toujours pure, inscrite en lettres argentées, assez grosses pour être lues par quiconque passait devant leur portail. Tout en remontant la pente, Narcissa traversa la rue. Elle allait passer devant la maison des crabes et elle voulait marcher le plus loin possible des deux molosses aux poils ras qui gardaient le perron. Cela ne manqua pas. Dès qu'elle fut dans leur champ de vision, les deux pitbulls d'un mètre de haut se mirent à aboyer hargneusement et Narcissa accéléra le pas, tendu. Les chaînes qu'ils avaient autour du cou pour les empêcher de dévorer les passants paraissaient toujours trop minces et l'anneau d'or qui les retenait au mur paraissait toujours sur le point de se briser. Ces deux chiens, nommés Castor et Pollux, ressemblaient de façon troublante aux deux fils jumeaux de leur propriétaire, Hector et Rascus Crabbe, deux brutes corpulentes qui, à 10 ans, étaient forts comme s'ils en avaient 15 et qui prenaient un malin plaisir à soulever les jupes des filles ou à leur tirer les cheveux. Il y avait quelques années de ça, les deux garçons avaient mis du gratte-au-poil dans le cou de Narcissa et elle s'en était en effet grattée jusqu'au sang pendant plusieurs jours. Mais les deux crabes l'avaient rapidement regretté. Depuis ce jour, Bellatrix faisait apparaître des migales sur leur tête dès qu'elle les apercevait dans la rue, et les deux jumeaux s'enfuyaient en courant dès qu'ils voyaient sa tignasse noire approcher. De la même manière, lorsqu'elle était en public, Bellatrix s'amusait à inverser les prénoms des deux garçons avec ceux de leurs chiens, ou mieux, de les mélanger entre eux. Castor, Poscus, les possibilités étaient infinies, avec une telle assurance que beaucoup d'enfants et même certains adultes l'imitaient parfois par inadvertance pour le plus grand des plaisirs de la famille Crabbe. Lorsque Narcissa fut hors de portée, Castor et Pollux se turent, et elle se détendit un peu. Elle s'autorisa même à s'arrêter pour regarder derrière elle. Enfin, Andromeda et sa mère étaient sortis de la maison. Elle leur fit un petit signe de la main, auquel sa mère répondit faiblement. Tout de même, pensa Narcissa, maman est vraiment pâle, et elle se tient trop courbée, on dirait une vieille femme. Immédiatement, elle chassa au loin ses inquiétudes. Aujourd'hui, c'était son anniversaire, 9 ans. La journée ne pouvait être que formidable. Il n'y avait aucune place pour les soucis. Elle se remit donc en marche. Elle traversa le nuage de feuilles vertes et grasses qui s'envolait de la haie des Parkinson et passa devant leur maison, recouverte de miroirs aveuglants. Lorsqu'elle fut en face de l'un d'entre eux, Narcissa fit un tour sur elle-même pour faire tournoyer les volants de sa robe verte. Tout le monde la complimenterait abondamment, c'était absolument certain. Plus haut, il y avait aussi la maison des Rosiers, les cousins de Narcissa, entourés de bosquets de roses plus somptueux les uns que les autres, puis celle des Notes, dans un virage, brune et fripée comme la couverture d'un vieux livre. La maison des Flint, où toutes les poignées des portes et des fenêtres avaient été remplacées par des vifs d'or depuis que leur fils avait gagné la coupe de Quidditch de Poudlard 4 fois d'affilée. Et enfin, la maison des Selwyn, des musiciens qui avaient construit leur maison en forme de harpe, avec les parents d'un côté, les enfants de l'autre, et un petit escalier pour relier les deux. Mais celle que Narcissa préférait, c'était la maison des Goyle, où elle se rendait d'un pas vif. Située tout en haut de la colline, la maison biscornue et multicolore surplombait un immense jardin qui dévalait toute la pente sur le flanc de la colline. Leur terrain, dissimulé derrière des arbres touffus, abritait des spécimens des créatures les plus fantastiques du monde magique. C'était un secret bien gardé, car ces créatures avaient été, pour la plupart, acquises d'une manière qui n'aurait pas plu du tout au ministère. Braconnées, dérobées, enlevées. Mais peu importait à Narcissa, après tout, les Goyle en prenaient soin. Ces créatures n'avaient pas l'air malheureuses, et elles faisaient la joie de tous les enfants qui habitaient la colline d'Émeraude. Narcissa accéléra le pas, tout excitée à l'idée de la fête grandiose qui se préparait en son honneur. Daisy Goyle et elle étaient nées à quelques minutes d'écart seulement, et tous les ans, les deux amies célébraient leurs anniversaires ensemble,
donnant ainsi le coup d'envoi des festivités estivales. Narcissa était maintenant devant le portail Les Goyles, tout aussi multicolores que leur maison. Une immense banderole flottait au-dessus d'elle, la même depuis 9 ans, si imposante et triomphale qu'on la remarquait depuis n'importe quel point de la colline. Joyeux anniversaire à Daisy et Narcissa, pouvait-on ainsi lire où que l'on soit. Dans le jardin, les 4 Goyles s'affairaient. Le père, Fergus, un homme trapu et de petite taille, arrosait les fleurs proches de leur maison à l'aide de sa baguette magique, tout en chantonnant. Les fleurs se trémoussaient sur leurs longues tiges et l'eau ruisselait sur leurs pétales qui changeaient de couleur au contact des gouttes. « Voilà, mes chéris, vous allez être splendides !» assurait Fergus Goyle, qui avait l'habitude de s'adresser aux plantes et aux animaux comme s'il le comprenait mieux que quiconque. Vera Goyle, son épouse, était une grande femme extravagante au visage constellé de taches de rousseur. Narcissa l'adorait, d'abord parce qu'elle était drôle, gaie, et qu'elle était l'amie d'enfance de sa mère, mais surtout parce qu'elle était sa marraine, et la couvrait donc régulièrement de cadeaux fantastiques, comme le tipi géant qu'elle avait fait monter dans sa chambre pour son dernier anniversaire. Ce jour-là, Vera Goyle portait une longue robe à bretelles, couverte d'énormes fleurs oranges assorties à son chapeau pointu et à ses chaussures à boucles. Dans son dos, une longue tresse de cheveux cuivrés, cerclée de rubans de couleurs vives, se balançait au rythme de ses mouvements. Vera faisait courir sa baguette le long des murs de la maison avec application, en y faisant apparaître des guirlandes vertes, oranges et violettes. Sa fille Daisy, qui lui ressemblait de façon surprenante, se tenait à côté d'elle et la regardait faire avec émerveillement. Albert, un des innombrables animaux de compagnie des Goyle, un petit raveluc qui ressemblait à un singe vert ailé, était perché sur l'épaule de Vera et poussait des petits couinements excités. Ce fut lui qui aperçut Narcissa le premier, et il tira aussitôt sur la tresse cuivrée de sa maîtresse pour l'en avertir. « Et voilà Narcissa !» lança joyeusement Vera Goyle en se retournant. « Si !» s'exclama Daisy en faisant volte-face. Daisy portait une superbe robe violette qui faisait ressortir ses yeux verts et ses cheveux cuivrés. Elle s'élança vers Narcissa, ouvrit le portail et lui sauta au cou pour la serrer entre ses petits bras potelés. « Tu vas voir, maman a fait une commande géante chez Bertie Crochu, on va se régaler !» Et en effet, Edgar Goyle, le grand frère de Daisy, avait déjà commencé à engloutir des chocos-grenouilles à pleine poignée. À son tour, Vera Goyle s'approcha à grands pas pour accueillir Narcissa. « Joyeux anniversaire, ma filleule chérie !» lui dit-elle avec un grand sourire dévoilant des dents étincelantes de blancheur. « Tu es en beauté, dis-moi. Ta mère est en chemin ?»« Oui, juste derrière. » Un cri de détresse les interrompit. Toutes les 3 se retournèrent vers la rue, et leurs sourires se figèrent au même instant. Andromeda était debout, au milieu de la chaussée, les bras ballants. À ses pieds, sa mère s'était évanouie sur le pavé. Ses yeux étaient clos, et elle ne bougeait plus.